Depuis le 3 novembre, Bitcoin a enchaîné une chute et il ne lève pas le pied. On continue à descendre, on a brisé le niveau des 90 000 et on est maintenant à 85 000 $. On a donc un Bitcoin qui est passé de 125 000 à 85 000 $ US. On va aller regarder ensemble sur cette vidéo, sur cet épisode, pourquoi est-ce que c'est en train de faire ça. Avant, abonne-toi, laisse un j'aime. Et surtout, mets les notifications pour manquer aucune vidéo et recevoir toute la valeur qu'on sort à toutes les semaines. Donc, je vais t'inviter à regarder mon écran et on va faire un petit tour sur cet épisode de Bitcoin et qu'est-ce qui se passe actuellement dans le marché. Alors, beaucoup de gens parlent justement du fait que le marché est en recul. Cependant, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas juste Bitcoin qui est en recul ou la crypto, c'est littéralement le marché globalement qui est en recul. Autant Bitcoin qu'Ethereum, que si on vient regarder ensemble le NAS100, donc le Nasdaq, que si on vient regarder le SP500, même l'or qui avait descendu brièvement, et là il a remonté un tout petit peu, il est pris dans une certaine zone. Donc on réalise vraiment que ce qu'on a ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est juste sur Bitcoin. La majorité du marché est en fait en recul. Est-ce que c'est à cause du contexte socio-économique, les enjeux politiques actuellement, le fait que les gens ont un petit peu peur vers où on s'en va? Naturellement, on a les taux d'intérêt aussi qui s'en viennent. Donc, on a l'attente des taux d'intérêt, on a potentiellement l'impact du marché traditionnel. Mais on sait que historiquement, qu'est-ce qui se passe quand les gens commencent à avoir peur vraiment, quand le marché, on a peur du marché, on a peur de ce qui arrive, que tout a l'air surévalué ou qu'on voit beaucoup de conflits, de tensions géopolitiques, les gens ont tendance à se sauver vers du cash et surtout des métaux. Alors, est-ce que justement, on pourrait avoir des secteurs dans les métaux qui sont sous-évalués ou certaines devises même que les gens maintenant voient comme des devises très fortes qui peuvent être des valeurs refuges? Longtemps, une des valeurs refuges, ça a été justement le franc suisse, le yen japonais en Asie. Et on sait que c'est des devises aussi qui sont en train de perdre un peu leur force. Mais habituellement, quand une devise perd sa force, une autre en gagne. Le marché est quand même quelque chose de normalement assez équilibré. Je dis bien normalement assez équilibré. Alors maintenant, est-ce que c'est ces différentes choses-là qui font que le Bitcoin est en train de descendre? C'est une possibilité. Il faut quand même, par exemple, garder en tête que bien que le marché global de Bitcoin, de la crypto, du secteur de la crypto, n'a pas nécessairement excessivement monté, Bitcoin, lui, a quand même fait un mouvement de 15 600 $ à 25 000, même pour être exact, 25 646 $ américains. On parle quand même d'un mouvement de 700%. C'est pas rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de gens parlent justement que les altcoins n'ont pas monté, puis que là, le Bitcoin est en train de corriger. Mais c'est quand même un mouvement de 700% qui a commencé le 21 novembre 2022 jusqu'en octobre 2025. C'est quand même 3 ans de bull run. 3 ans de bull run pour un total de 700%. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que souvent, quand je vois les gens qui investissent ou qui regardent le marché, ils regardent le marché actuellement par rapport à qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire. Ils veulent faire 100%, 200%, 50%, 20%, 400%, peu importe. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre la dynamique actuelle. Alors les gens qui sont rentrés à des prix très hauts, ils sont quand même rentrés dans une dynamique où le Bitcoin avait fait plus de 600%. Et les gens étaient en train d'acheter sur un Bitcoin qui avait fait plus de 600% cet été avec 2 ans et demi de bull run. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut naturellement prendre en considération. Donc de voir une correction un peu plus importante après 3 ans de bull run et 700%, c'est vraiment normal. Surtout, même si on prend la condition du marché général ou pas, même les autres actifs comme le SP500, le NAS100, etc., l'or ont fait des montées importantes. Donc c'est normal aussi qu'on ait une correction. Après, est-ce que, comme je dis, il y a une potentielle dynamique différente qui est en train de se mettre en place mondialement? C'est aussi fortement possible. Le coût de la vie augmente de plus en plus. Au Canada, on l'entend souvent, que le prix des choses devient, en fait, la vie devient hors de prix, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine situation économique, une pression économique sur les gens qu'on n'avait peut-être pas vu depuis un bon bout, en fait. Donc, ça, c'est sûr que ça peut venir jouer aussi. Maintenant, quand on regarde Bitcoin, par exemple, la réalité, c'est que... Attendez, je vais enlever tout ça, comme ça, on va pouvoir vraiment le regarder nu et ça va être plus facile à voir. Il faut quand même réaliser que maintenant, quand on est en train de regarder Bitcoin ensemble, il est en train de travailler dans un niveau intéressant. Un niveau intéressant ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une réaction dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut se dire en fait, c'est
pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on réagisse? Il ne faut pas oublier que le marché, en fait, c'est une grande enchère. Et des fois, on dirait que les gens, ils oublient ça. Ils oublient que le marché, c'est une grande enchère. C'est juste qu'on ne peut pas le voir parce qu'on est tous derrière notre ordi, alors on ne voit pas tout le monde. Mais imaginez une enchère avec des millions de personnes, une salle géante avec des millions de personnes, c'est pour ça que ça s'appelle un marché, qui sont en train de surenchérir ou d'essayer de vendre un bitcoin ou peu importe l'actif à 120 000 et il faut que quelqu'un dise oui, moi je veux l'acheter à 120 000. Il lève la main et dit oui, moi je veux l'acheter à 120 000, let's go. Puis là, il arrive à le vendre à 120 000. Mais à un certain point, c'est que les vendeurs, les gens qui détiennent l'actif, qui l'avaient acheté, essayent de vendre à 120 121 000, mais il n'y a plus personne qui veut l'acheter. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, naturellement, le prix va descendre. Pourquoi? Parce que je vous fais encore une explication simpliste, un exemple simpliste. Mais imaginez si on serait dans une salle, puis je dis, moi, je veux vendre ce stylo à 20 $. Là, quelqu'un l'achète pour 25. OK, super. Mais maintenant, peut-être 25 $, c'est rendu super cher. Mais il arrive quand même à le vendre à 30, 35, 40 $. Vous voyez la surenchère qui arrive. Et là, maintenant, mon stylo, il est à 40 $. Mais maintenant, disons que je l'ai acheté à 40 $. Ou je l'ai racheté à 40 $ parce que je l'ai vendu à 25, puis finalement ça a continué à monter, puis quand ça continue à monter, puis je le rachète à 40 $, là il faut que je le vende à quelqu'un. Alors je dis, qui veut mon stylo pour 40 $? Mais là, silence complet dans la salle. Cricket, cricket. On n'entend rien. Ben, éventuellement, qu'est-ce que je vais dire? Ok, est-ce que quelqu'un veut le stylo à 38 $? Est-ce que quelqu'un veut le non? 35 $, 30 $? Jusqu'à temps que je trouve un acheteur. Et il faut réaliser que le marché, c'est juste ça en fait. C'est juste des acheteurs et des vendeurs qui essayent de faire un consensus sur le prix. Et à un certain point, quand plus personne n'est prêt à acheter, ben, les vendeurs, le prix va descendre de plus en plus jusqu'à un certain point où potentiellement, là, ils sont plus prêts à vendre. Et habituellement, c'est aussi un niveau où eux, ils sont plus prêts à vendre et naturellement, les acheteurs sont prêts à acheter. Et donc, pourquoi j'explique ça ici? C'est parce qu'on est en train de retravailler dans ce genre de niveau-là. Je vais venir mettre une petite couleur ici pour que vous puissiez mieux voir. On est en train de travailler dans ce niveau-là ici. On est en train de travailler dans un niveau qui a un potentiel niveau d'acheteur. Si on regarde vraiment le niveau ici, le dernier moment, purement basé sur le prix, d'accord? Donc, on ne regarde pas la situation économique, on ne regarde pas le micro, macro, toutes des choses potentiellement importantes, mais juste purement technique, purement basé sur le prix. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que autour de décembre 2024 et janvier 2025, donc janvier de cette année, les gens ont été prêts à pousser et acheter jusqu'à un Bitcoin à 105 106 000 avant qu'on ne retrouve plus vraiment d'acheteurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a commencé à corriger jusqu'environ en moyenne dans les 80 000. Et c'est environ dans les 80 000 qu'on a retrouvé un consensus et où les vendeurs étaient prêts à vendre et les acheteurs étaient prêts à commencer à racheter. Comme on voit, ce niveau-là, justement, ça a été ce dernier consensus-là dans les 80-82 000. Et de ce prix-là, où les acheteurs ont été prêts justement à accumuler du Bitcoin à 82 000, on a poussé jusqu'à 125 000. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si les gens ont été prêts à acheter du Bitcoin à 80-82 000, et quand même quand on dit les gens, c'est quand même un beau mouvement. Ensuite, on est passé de 80 000 à 125 000, c'est pas rien. C'est un mouvement, si on regarde la moyenne, disons de 82 000 jusqu'à la moyenne ici, environ 116 000, c'est quand même un mouvement d'environ 40%. C'est pas rien un mouvement de 40%. C'est pas rien du tout. C'est des milliards et des milliards qui sont rentrés pour pouvoir pousser le prix jusqu'à 125 000. Donc, c'est quand même du bon cash, du bon argent qui est rentré à ces niveaux-là. Alors, nous, on peut se dire, ben, si on est passé de 104, 105 à du 80, 82 et qu'ensuite les acheteurs ont été prêts à rentrer pour le pousser jusqu'à 120, 125, eh bien, logiquement, normalement, si c'était anciennement un bon prix, s'il y a presque un an, j'étais prêt à acheter le stylo pour 25 $, normalement, un an plus tard, je devrais être prêt à l'acheter encore pour 25 $, ce stylo-là. Si je le trouve au même prix, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce qui se passe sur le marché. Alors, on a ce niveau-là qui est intéressant, où on a vu justement des acheteurs auparavant qui devraient normalement, je dis bien normalement, et regardez mes mains, normalement, entre guillemets, normalement, s'intéresser à ce prix-là. Après, c'est sûr qu'il y a des dynamiques à prendre en compte en arrière. Est-ce que ce prix-là était déjà potentiellement surélevé? Et comme on sait, le marché, on veut acheter les actifs à l'intérieur du marché en dessous de leur valeur intrinsèque. Ce qui nous donne ce que Warren Buffett appelait une marge de sécurité. Cette marge de sécurité, c'est de regarder combien vaut vraiment l'actif et ensuite d'être capable d'acheter en dessous de la valeur de cet actif pour avoir une marge de sécurité. Et quelque chose qui est super intéressant justement présentement dans les marchés, c'est que oui, on pourrait avoir un niveau intéressant ici, mais il y a aussi une dynamique à prendre, comme je viens de dire, par rapport à la valeur intrinsèque, mais par rapport aussi aux gens. Est-ce que les gens sont prêts à acheter là? Est-ce qu'il y a autant d'argent? Est-ce que la dynamique du marché fait du sens? Et tout ça, le géopolitique, etc., tout ça, ça va être des facteurs qui vont bien sûr affecter les gens sur est-ce que ce niveau est toujours intéressant ou pas. Et justement, dernièrement, en parlant de Warren Buffett, c'est quand même assez intéressant parce que il y a 2 semaines, il a envoyé une lettre pour dire qu'il se retirait de Berkshire Hathaway. Ça n'allait plus être lui qui allait le gérer, donc il prend sa retraite.
Et au début, tu te dis, il a 95 ans, c'est correct, il a le droit de prendre sa retraite. Mais ce qui est très très drôle, c'est que 2 jours plus tard, on a Michael Burry. Michael Burry, vous le connaissez sûrement dans le film de Big Short, hein? Ça a été une des plus importantes personnes qui a short le marché de l'immobilier, quand le marché, les subprimes aux États-Unis en 2008, hein, le crash boursier de 2008. Donc, si vous avez vu son film, c'est The Big Short, un film qui a été assez populaire. Et Michael Burry, ça c'est très 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 bizarre parce que 2 jours après l'annonce de Warren Buffett, et c'est là où on se demande alors finalement est-ce que coïncidence ou pas, il a envoyé une lettre à tous ses investisseurs parce qu'il avait son fonds d'investissement privé, hein, son hedge fund, en disant les marchés ne sont plus comme avant, rien fait du sens, tout et n'importe quoi, rien respecte le prix et la dynamique, c'est complètement désorganisé, ça fait pas de sens, il n'y a plus rien qui est structuré et qui suit ce que ça devrait suivre. Du fait même, je ferme mon fonds et je vais rembourser tous les investisseurs et renvoyer l'argent et le capital à tous les investisseurs. Investisseurs qui étaient avec lui depuis un bout, donc ils ont fait largement de l'argent, mais c'est quand même spécial, c'est un des plus gros hedge funds du monde. Et il décide de fermer, de renvoyer le capital en disant que les marchés présentement, il n'a jamais vu ça et plus rien fait du sens. La même semaine que Warren Buffett, comme par hasard, prend sa retraite. Donc c'est sûr, est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que c'est pas une coïncidence, mais on va se le dire, c'est quand même particulier que 2 des plus grands investisseurs décident de se retirer comme ça, la même semaine du marché, un en se retirant de la gestion de sa compagnie et l'autre littéralement liquidant le fonds et redonnant l'argent aux investisseurs. Donc c'est sûr qu'il y a tous ces contextes-là qu'on doit prendre aussi économiques et général en compte parce que oui, les gens étaient prêts à acheter à ce prix-là dans une certaine dynamique, mais un an plus tard presque, on est dans une dynamique différente où les gens ont potentiellement moins d'argent, c'est plus difficile, le marché est potentiellement très surévalué, et il y a toutes sortes de dynamiques qui pourraient faire en sorte que les gens et les investisseurs ne veulent pas finalement réacheter à ce prix-là, ce qui nous enverrait potentiellement à des niveaux plus bas. Et le prochain niveau en dessous qui serait intéressant, c'est le gros niveau ici, donc cet énorme niveau-là, qui est en moyenne autour des 61 000 $. Et oui, ça a l'air bas, mais ça ne serait pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là, présentement, on est déjà sur une correction de 32%. Aller dans des niveaux de 62 000 serait une correction de 50%. C'est des choses qu'on a déjà vues sur Bitcoin et même sur d'autres gros actifs en dehors de la crypto. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je vais juste mettre les perspectives en place. Puis comme je dis, ici, on a vu qu'on avait déjà eu des gens qui étaient prêts à accumuler. Ici où on est présentement, on a vu qu'on avait déjà des gens qui étaient prêts à accumuler. Cependant, on a une dynamique potentiellement différente. Puis des émotions aussi. Les émotions, ça vient jouer chez les investisseurs. La réalité, c'est que le marché, c'est la somme de tous ces investisseurs. Et la somme des investisseurs, c'est le marché. Eh bien, les investisseurs qui forment la somme du marché sont émotionnels. Ils ont des émotions, ils ont un côté psychologique. Alors, il y a aussi le sentiment du marché qui vient toucher et affecter tout ça. Est-ce que les gens ici, justement, ils étaient plus excités parce qu'ils se disaient « Ah ouais, on est en début 2025, ça y est, c'est l'année du bull run. Le bull run, c'est tous les 4 ans. Donc, le dernier était en 2021, on est en 2025, let's go, c'est un bon moment pour acheter. » Et il y avait ce côté émotionnel et psychologique qui a fait que beaucoup d'argent est potentiellement rentré là. Et donc, si maintenant, au contraire, les gens pensent qu'on est en bull run, que ça va aller plus bas, que les gens ils sont plus proches de leur argent parce que justement, les temps sont potentiellement plus difficiles, mais toute cette psychologie-là, ce sentiment du marché pourrait faire aussi en sorte que ce niveau ne viennent pas chercher les acheteurs qu'on veut et ne tiennent pas. Et d'ailleurs, en parlant de ne pas venir chercher les acheteurs qu'on veut, c'est sûr que pour l'instant, le niveau a ralenti la chute. Hein, donc, on a vu qu'on a descendu là, sur les 3 jours jusqu'ici. On a une petite mèche. Donc, on a ralenti la chute qu'on avait pour l'instant grâce à ce niveau-là. Mais on n'a pas eu non plus une réaction si impressionnante montrant qu'on a vraiment beaucoup d'acheteurs. Donc, vraiment, ça va être à voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais côté sentimental et émotion, on est quand même à des niveaux très bas. On est dans de l'extrême peur. La semaine qui vient de passer, on avait eu des niveaux à 10, 12, 11, donc très très bas. Donc vraiment, les gens qui sont présentement assez affectés émotionnellement et psychologiquement par cette chute de marché. Certains vont dire, oui, mais si la peur est basse, c'est un bon moment pour acheter. Oui, en général, c'est vrai. Cependant, il ne faut pas oublier que ça prend un certain temps. Ok, moi, j'appelle ça se noyer dans l'excitation ou dans la peur. Donc, les gens ne vont pas se noyer en 30 secondes. Il faut qu'ils aient la tête sous l'eau assez longtemps pour se noyer. Alors, des fois, ça prend un certain temps et des niveaux beaucoup plus bas pour vraiment que cette peur se concentre. C'est comme si je te donne un gros coup de poing, tu vas avoir mal. Mais si je te donne plein de petits coups de poing et que j'augmente de plus en plus la force, sûrement que tu ne pourras pas tolérer le même niveau que le gros coup de poing. Je te donne juste un gros coup de poing à 80% de la force, tu es comme « Ow ». Mais si je te donne des petits coups de poing, 1%, 2%, 3%, jusqu'à temps qu'on monte à 80%, sûrement qu'à 40%, tu vas être comme « Ok, je suis plus capable ». Pourquoi? À cause de cette accumulation-là de douleur. Alors, c'est un peu la même chose dans le marché. Il faut quand même avoir une potentielle accumulation de douleur.
Et maintenant, par rapport à tout ça, c'est sûr qu'il va falloir suivre qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin. Parce que veut pas, oui, je comprends qu'on veut potentiellement accumuler sur Ethereum, qui lui aussi est en train d'arriver dans un potentiellement très beau niveau, et sur d'autres actifs crypto. Mais la réalité, c'est que même s'il y a certains actifs crypto, dont peut-être Ethereum, qui sont à des prix qui sont potentiellement assez bas, même certains projets crypto très bas, la réalité, c'est que le marché crypto n'est pas encore très diversifié en termes de corrélation. Alors, tout est encore très corrélé à Bitcoin. Éventuellement, ça va changer. On l'a déjà vu un peu changer cette année. Mais pour l'instant, on a encore une haute corrélation à Bitcoin. Donc, si Bitcoin tombe plus bas, Ethereum va tomber plus bas et les autres projets vont tomber plus bas. C'est pour ça que je prends vraiment un moment présentement pour regarder Bitcoin avec vous, parce que c'est ce projet-là qui vient faire bouger le reste du marché pour l'instant, car tout est encore très corrélé dans la crypto à Bitcoin. Donc, c'est naturellement quelque chose qui est extrêmement important et intéressant à regarder. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement brisé des niveaux exceptionnels, même si on vient regarder ensemble le Total Market Cap. Ça ici, guys, c'est le Total Market Cap excluant Bitcoin. Vous réalisez que ce haut ici, là, c'est 2021. On n'a jamais brisé 2021. Ce qui veut dire que présentement, il n'y a pas plus d'argent qui est rentré dans la crypto en 2021 qu'en 2025. Si on vient regarder le market cap total avec Bitcoin, là oui, on l'a brisé. Mais c'est 100% Bitcoin. C'est 100% Bitcoin qui a fait en sorte qu'on a eu plus d'argent qui est rentré dans la crypto jusqu'à maintenant dans ce dernier cycle-là. Si on regarde le market cap total de la crypto-monnaie sans Bitcoin, le marché des crypto-monnaies n'a pas eu plus d'argent, ou disons à peine plus, qu'en 2021. Il n'y a pas plus d'argent qui est rentré. Ça veut dire qu'en 2021, il y a exactement la même somme d'argent qui est rentrée qu'en 2025, 4 ans plus tard. Et ça, c'est quand même une information intéressante quand on vient regarder ça, parce que ça nous fait réaliser qu'il y a littéralement la même somme d'argent qui est rentrée au top de 2021 qu'au top de 2025. Bon, ok, peut-être quelques dollars de plus, mais vraiment à peine, quoi. Alors, toute la croissance est venue de Bitcoin. Ça fait quand même, c'est la première fois qu'on voit ça. Avant, si on regardait les market cap avant, regardez, même, on avait toujours eu une explosion de plus en plus, une croissance des altcoins, particulièrement entre 2017 et 2021, mais pas en 2021 et 2025. Même somme d'argent. Pourtant, beaucoup plus de projets. On est passé de 5 à 10 000 projets crypto en 2021 et maintenant on est à 25 millions de projets crypto en 2025. Donc infiniment et plus de projets crypto, mais la même somme d'argent. Clairement, on a un problème. Clairement, il y a des projets, même des bons projets, qui sont assoiffés de liquidité, qui ont besoin d'argent, qui ne le reçoivent pas et qui crashent. Parce que qu'est-ce qui fait monter un projet? L'argent. Eh bien, présentement, il n'y en a pas d'argent. Il y a beaucoup plus de projets. On est passé, comme j'ai dit, de 5 à 10 000 projets à 25 millions de projets. Beaucoup plus de projets. Pas plus d'argent. On a un défi, un gros défi. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais venir souligner rapidement pour qu'on le prenne en compte. Donc, moi, je vous invite vraiment à rester attentif sur ces niveaux et qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, quoi. Il ne faut pas être émotionnel, il faut essayer de rester neutre et vraiment rester sur... attendre, en fait. C'est sûr que certaines personnes, peut-être, ça les intéresse présentement. Si vous dites, moi, je m'en fous, vraiment, c'est un truc qui est intéressant pour moi et que vous l'acceptez, c'est correct. Mais à suivre. Parce que c'est pas juste une dynamique sur Bitcoin, mais c'est vraiment une dynamique globale. Alors, je vous invite à vous diversifier, à comprendre l'importance d'avoir une bonne gestion du risque, peut-être recentrer ses actifs, être moins dilué. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de projets crypto, ça peut être très dilué, donc peut-être venir se recentrer pour être moins dilué côté crypto, avoir un plan clair et voilà. Mais n'oubliez pas que quand on est dans la panique et le doute total, comme potentiellement présentement, Bitcoin pour l'instant nous a montré qu'il reste un projet résilient, le projet le plus résilient, qui ne se compare même pas avec nécessairement Ethereum. Même si Ethereum est un beau projet, Bitcoin, c'est pas comparable. Bitcoin, c'est vu comme une commodité, une potentielle valeur refuge, un potentiel or numérique. Il y a des institutions et des gouvernements qui rentrent dedans, quantité limitée, halving tous les 4 ans. Donc, il y a beaucoup de dynamique et de perspectives positives pour l'avenir de Bitcoin. Et naturellement, quand les gens investissent dans un actif, c'est aussi pour ces perspectives-là. Et donc, Bitcoin a toutes ces belles perspectives d'avenir. Et même si on regarde même Ethereum étant le deuxième projet et le plus gros juste après Bitcoin, il n'a pas nécessairement... mais il n'a pas, en fait, pas nécessairement, il n'a pas les mêmes dynamiques et potentiel à venir que Bitcoin. Parce que quand on regarde Ethereum et tous les autres projets crypto, c'est plus comme des compagnies. Tandis que quand on regarde Bitcoin, c'est plus comme une commodité. Donc, on ne peut pas vraiment le comparer, même si pour l'instant, tout suit Bitcoin. Donc, voilà. Alors, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des annonces de la Fed qui arrivent, des annonces sur les taux d'intérêt.
On commence à être dans des niveaux potentiellement intéressants. Et voilà. Guys, éduquez-vous, restez à l'affût. Et puis, on se voit fin janvier pour Finance Moderne en personne. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, inscrivez-vous 6 semaines de suite en classe, en personne, où on va parler de crypto, de blockchain, etc. Alors, on se voit en fin janvier tous ensemble dans une classe en personne. Et sinon, on se voit tous les samedis, 10h de Montréal, 16h de Paris, en live sur YouTube, où justement, on regarde le marché directement ensemble et vous pouvez vous poser vos questions. C'est en live gratuit sur YouTube, tous les samedis à 10h du matin, 16h de Paris. Donc, je vous invite à mettre un like, encore une fois, vous abonner, mettez les notifications pour ne rien manquer. Et on se voit sur un prochain épisode.